Entretien sur la pluralité des mondes, Bernard Le Bouillet de Fontenelle, 1686. Premier soir, que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Partie 2. Lecture avec explication. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, je tiens quand même à vous rappeler que cette vidéo, elle est vraiment là pour vous aider à comprendre, mais qu'elle ne remplace pas le cours. Je vous retiens pas plus longtemps, on commence tout de suite. Je suis bien aise, dit la marquise, d'avoir appris cette généalogie des sciences, et je vois bien qu'il faut que je m'en tienne à l'astronomie. La géométrie, selon ce que vous me dites, demanderait une âme plus intéressée que je ne l'ai, et la poésie en demanderait une plus tendre. Mais j'ai autant de loisirs que l'astronomie en peut demander. Heureusement encore, nous sommes à la campagne, et nous y menons quasi une vie pastorale. Tout cela convient à l'astronomie. Ne vous y trompez pas, madame, repris-je. Ce n'est pas la vraie vie pastorale que de parler de planètes et des étoiles fixes. Voyez si c'est à cela que les gens de l'Astrée passent leur temps. Oh, répondit-elle, cette sorte de bergerie-là est trop dangereuse. J'aime mieux celle de ces Chaldéens dont vous me parliez. Recommencez un peu, s'il vous plaît, à me parler des Chaldéens. Quand on eut reconnu cette disposition des cieux que vous m'avez dite, de quoi fut-il question ? Il fut question, repris-je, de deviner comment toutes les parties de l'univers devaient être arrangées, et c'est là ce que les savants appellent faire un système. Mais avant que je vous explique le premier des systèmes, il faut que vous remarquiez, s'il vous plaît, que nous sommes tous faits naturellement comme un certain fou athénien dont vous avez entendu parler, qui s'était mis dans la fantaisie que tous les vaisseaux qui abordaient au port de Pirée lui appartenaient. Notre folie, à nous autres, est de croire aussi que toute la nature, sans exception, est destinée à nos usages. Et quand on demande à nos philosophes à quoi sert ce nombre prodigieux d'étoiles fixes, dont une partie suffirait pour faire ce qu'elles font toutes, ils vous répondent froidement qu'elles servent à leur réjouir la vue. Sur ce principe, on ne manqua pas d'abord de s'imaginer qu'il fallait que la Terre fût au repos au centre de l'univers, tandis que tous les corps célestes qui étaient faits pour elle prendraient la peine de tourner autour pour l'éclairer. Donc ici, vous pouvez voir que la marquise constate qu'elle est faite pour l'astronomie, que la géométrie, c'est pas pour elle, parce qu'il faudrait être plus intéressé que ce qu'elle n'est, et qu'il faudrait un cœur plus tendre pour s'intéresser à la poésie. C'est une façon de dire aussi qu'il ne faut pas être trop frivole ou trop intéressé pour s'intéresser à l'astronomie, qu'il faut en somme une tête bien faite, un peu comme celle de la marquise. Que par contre elle a autant de temps libre qu'il n'en faut pour pouvoir s'intéresser à l'astronomie comme les bergers chaldéens. D'ailleurs, elle ajoute que le fait qu'elle vive à la campagne et qu'elle mène une vie calme et simple lui donne suffisamment de temps libre pour l'astronomie. Donc la petite conversation continue entre eux, Et là, dans sa réponse, le philosophe lui dit que non, en fait, vivre à la campagne, une vie simple, c'est pas forcément parler d'astronomie. Et il se moque un petit peu de cette idée romantique qu'on a de la vie simple à la campagne, et il sort comme exemple les gens de l'Astrée, pour montrer que la vie à la campagne, c'est pas contempler le ciel, mais c'est plus du travail, de la survie en fait. Donc, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, l'Astrée, c'était un roman qui justement parlait de la vie pastorale et où justement les gens ne passaient pas leur temps dans une vie paisible à regarder les étoiles. Je vous le dis honnêtement, je ne connais pas l'histoire, mais apparemment, ils avaient une vie plutôt difficile. D'ailleurs, la marquise fait un petit peu d'humour, et elle préfère laisser ça de côté et rester sur son existence paisible avec les Chaldéens. Ici, vous pouvez voir qu'elle lui demande en fait à quoi est-ce qu'on s'intéressait lorsqu'on a commencé à s'intéresser à l'astronomie. Donc, le philosophe lui répond, vous pouvez voir ici que le but c'était de faire une sorte de carte, savoir comment toutes les parties de l'univers étaient arrangées, et il parle de faire un système solaire. Là, il la met en garde avant de lui donner plus d'informations sur les systèmes, et il lui dit qu'il faut qu'on se compare à un certain fou athénien. Et juste ici, vous pouvez voir qu'il explique qu'on a tendance, apparemment un peu comme ce fou, à croire que tout est fait pour nous. Et juste ici, vous avez un exemple où apparemment on croit que les étoiles sont faites pour qu'on les admire. Et selon le philosophe, c'est à cause de ça qu'on aurait commencé par croire qu'en fait tout tournait autour de la Terre, donc nous, les humains, quand je dis nous,
au lieu de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc là, il donne une information qui va à l'encontre de ce que dit l'Église, hein, parce qu'il nous dit très clairement que c'est pas le cas, alors qu'à cette époque-là, l'Église prétendait toujours que si, que la Terre était au milieu, qu'elle ne tournait pas et que c'était tout le reste qui tournait autour de nous. Ce fut donc au-dessus de la Terre qu'on plaça la Lune, et au-dessus de la Lune, on plaça Mercure, ensuite Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Au-dessus de tout cela était le ciel des étoiles fixes. La Terre se trouvait justement au milieu des cercles que décrivaient ces planètes, et ils étaient d'autant plus grands qu'ils étaient plus éloignés de la Terre, et par conséquent, les planètes plus éloignées employaient plus de temps à faire leur cours, ce qui effectivement est vrai. Mais je ne sais pas, interrompit la marquise, pourquoi vous semblez n'approuver pas cet ordre-là dans l'univers. Il me paraît assez net et assez intelligible, et pour moi, je vous déclare que je m'en contente. Je puis me vanter, répliquai-je, que je vous adoucis bien tout ce système. Si je vous le donnais tel qu'il a été conçu par Ptolémée son auteur, ou par ceux qui y ont travaillé après lui, il vous jetterait dans une épouvante horrible. Comme les mouvements des planètes ne sont pas si réguliers, qu'elles ne vont pas tantôt plus vite, tantôt plus lentement, tantôt en un sens, tantôt en un autre, et qu'elles ne sont quelquefois plus éloignées de la Terre, quelquefois plus proches, les anciens avaient imaginé je ne sais combien de cercles différemment entrelacés les uns dans les autres, par lesquels ils savaient toutes ces bizarreries. L'embarras de tous ces cercles était si grand que dans un temps où l'on ne connaissait encore rien de meilleur, un roi de Castille, grand mathématicien mais apparemment peu dévot, disait que si Dieu l'eût appelé à son conseil quand il fit le monde, il lui eût donné de bons avis. La pensée est trop libertine, mais cela même est assez plaisant que ce système fût alors une occasion de pécher parce qu'il était trop confus. Les bons avis que ce roi voulait donner regardaient sans doute la suppression de tous ces cercles dont on avait embarrassé les mouvements célestes. Et ici, il commence à expliquer l'ancien système. Donc avec la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Et avec au-dessus de ça, le ciel et les étoiles fixes. Ce qui n'était pas juste. Là, il explique qu'en fait, plus une planète est loin de ce autour de quoi elle tourne, plus son cercle va être grand. Et ça, c'était déjà le cas dans l'ancien système. Bon, c'est toujours vrai. D'ailleurs, il le dit. Et là, vous pouvez voir que la marquise, elle intervient. Elle comprend pas en fait pourquoi il n'aime pas cet ancien système, parce que elle s'en satisfait, il lui semble simple, bien fait. Et là, il lui répond, vous pouvez le voir, qu'en fait, il peut être fier de lui de l'avoir bien simplifié, parce qu'en fin de compte, ça n'était pas le cas. Et donc, il explique pourquoi juste là. Et il explique que, manifestement, les mouvements des planètes ne correspondaient pas à notre théorie de la Terre au centre, qui ne bouge pas, et tout qui tourne autour. Donc forcément, ça n'allait pas. Et donc, les scientifiques avaient surcomplexifié les cartes pour essayer de tout faire marcher et rajouter des tonnes de trucs pour s'obstiner à expliquer quelque chose d'une manière qui n'était pas juste. Avec cette petite histoire du roi qui aurait donné des conseils à Dieu, en fait, De Fontenelle se moque subtilement de l'Église. Il considère en fait comme blasphématoire le fait de vouloir dire à Dieu comment il aurait dû faire. Et c'est ironique, parce qu'en fait, le système soutenu par l'Église est à l'origine d'un blasphème. Et l'Église, elle n'est pas pour les blasphèmes. C'est contre Dieu. Apparemment, il regardait aussi une autre suppression de 2 ou 3 cieux superflus qu'on avait mis au-delà des étoiles fixes. Ces philosophes, pour expliquer une sorte de mouvement dans les corps célestes, faisaient au-delà du dernier ciel que nous voyons un ciel de cristal qui imprimait ce mouvement aux cieux inférieurs. Avait-il nouvelle d'un autre mouvement, c'était aussitôt un autre ciel de cristal. Enfin, les cieux de cristal ne leur coûtaient rien. Et pourquoi ne les faisait-on que de cristal, dit la marquise. N'eussent-ils pas été bons de quelque autre matière? Non, répondis-je. Il fallait que la lumière passât au travers. Et d'ailleurs, il fallait qu'ils fussent solides. Il le fallait absolument, car Aristote avait trouvé que la solidité était une chose attachée à la noblesse de leur nature, et puisqu'il l'avait dit, on avait garde d'en douter. Mais on a vu des comètes qui, étant plus élevées qu'on ne croyait autrefois, briseraient tout le cristal des cieux par où elles passent et casseraient tout l'univers. Et il a fallu se résoudre à faire les cieux d'une matière fluide telle que l'air.
Enfin, il est hors de doute pour les observations de ces derniers siècles que Vénus et Mercure tournent autour du Soleil et non autour de la Terre, et l'ancien système est absolument insoutenable par cet endroit. Et donc il explique qu'à chaque fois qu'on découvrait un mouvement incohérent avec le fait de tourner autour de la Terre, alors on rajoutait une autre trajectoire dans un autre ciel de cristal qu'on superposait aux autres. Et du coup, il y avait plein de ciels de cristal. Ben oui, c'est bizarre. D'ailleurs, la marquise, elle trouve ça bizarre aussi, donc elle demande pourquoi est-ce qu'on faisait des ciels en cristal. Et là, il lui répond qu'en fait, le cristal, bien, c'était transparent parce que puisqu'on peut voir la lumière passer, il faut quelque chose de transparent pour que la lumière passe à travers, et qu'en plus, il fallait que les ciels soient solides. Et là, il explique pourquoi les ciels devaient être solides, et apparemment, ça serait à cause d'Aristote, donc un ancien philosophe, un de ceux qui expliquait les choses pour le coup de manière plutôt mystérieuse, contrairement à lui qui est plus moderne dans ses idées et qui tente d'expliquer les choses par la science. Et donc il nous dit que Aristote disait que plus une chose était solide, plus cette chose était de nature noble, et que donc il fallait que le ciel soit solide. Et tout le monde l'a cru parce qu'il l'avait dit. Vous voyez ça là, apparemment tout le monde l'a cru juste parce qu'il l'a dit. Et juste ici, vous pouvez voir qu'il explique qu'en fait, on a vu des comètes passer par là et qui, au passage, auraient explosé tous les ciels de cristal. Et donc, on a compris que c'était pas du cristal, mais quelque chose de plus fluide, un peu comme l'air. Et juste ici, il nous dit que maintenant, on le sait, tout ne tourne pas autour de la Terre. Vénus et Mercure tournent autour du Soleil, et on sait que ce système est complètement faux. Je vais donc vous en proposer un qui satisfait à tout et qui dispenserait le roi de Castille de donner des avis car il est d'une simplicité charmante et qui seul le ferait préférer. Il semblerait, interrompit la marquise, que votre philosophie est une espèce d'enchère où ceux qui offrent de faire les choses à moins de frais l'emportent sur les autres. Il est vrai, repris-je, et ce n'est que par là qu'on peut attraper le plan sur lequel la nature a fait son ouvrage. Elle est d'une épargne extraordinaire. Tout ce qu'elle pourra faire d'une manière qui lui coûtera un peu moins, quand ce moins ne serait presque rien, soyez sûr qu'elle ne le fera que de cette manière-là. Cette épargne, néanmoins, s'accorde avec une magnificence surprenante qui brille dans tout ce qu'elle a fait. C'est que la magnificence est dans le dessein et l'épargne dans l'exécution. Il n'y a rien de plus beau qu'un grand dessein que l'on exécute à peu de frais. Nous autres, nous sommes sujets à renverser souvent tout cela dans nos idées. Nous mettons l'épargne dans le dessein qu'a eu la nature et la magnificence dans l'exécution. Nous lui donnons un petit dessein qu'elle exécute avec 10 fois plus de dépenses qu'il ne faudrait. Cela est tout à fait ridicule. Je serais bien aise, dit-elle, que le système dont vous m'allez parler imite de fort près la nature, car ce grand ménage-là tournera au profit de mon imagination qui n'aurait pas tant de peine à comprendre ce que vous me direz. Il n'y a plus ici d'embarras inutile, repris-je. Figurez-vous un Allemand nommé Copernic qui fait main basse sur tous ces cercles différents et sur tous ces cieux solides qui avaient été imaginés par l'Antiquité. Il détruit les uns, il met les autres en pièces, saisi d'une noble fureur d'astronome, il prend la Terre et l'envoie bien loin du centre de l'univers où elle s'était placée, et dans ce centre, il y met le Soleil, à qui cet honneur était bien mieux dû. Les planètes ne tournent plus autour de la Terre et ne l'enferment plus au milieu du cercle qu'elles décrivent. Si elles nous éclairent, c'est en quelque sorte par hasard et parce qu'elles nous rencontrent en leur chemin. Tout tourne présentement autour du Soleil. La Terre y tourne elle-même, et pour la punir du long repos qu'elle s'était attribué, Copernic la charge le plus qu'il peut de tous les mouvements qu'elle donnait aux planètes et aux cieux. Enfin, de tout cet équipage céleste dont cette petite Terre se faisait accompagner et environner, il ne lui est demeuré que la Lune qui tourne encore autour d'elle. Donc il lui propose de lui expliquer le nouveau système solaire qui est beaucoup plus simple et qui semble beaucoup plus vrai, qui en tout cas explique tout jusqu'à présent. Ici, on a une petite pique qui rappelle l'histoire du roi qui blasphème. Je vous réexplique pas. Et là, la marquise intervient et elle lui fait remarquer que cette nouvelle philosophie, donc plutôt basée sur la science, a tendance à vouloir tout simplifier au maximum. Donc là, il confirme et il dit qu'effectivement, la nature
Dès qu'elle a l'occasion de faire quelque chose en économisant des efforts et de l'énergie et en le faisant de manière plus simple, elle va le faire. Et que ça n'enlève rien à sa beauté, à sa magnificence. Et que nous, on a tendance un petit peu à voir le contraire. On imagine qu'elle ferait beaucoup plus d'efforts que ce qu'il ne faudrait pour arriver à un résultat, ce qu'il qualifie de ridicule. C'est un faux raisonnement. Et là, la marquise, elle revient sur le sujet du système en disant que ça lui plairait que ce système soit aussi simple que la nature, parce que ce serait plus facile à imaginer. Et alors il lui confirme qu'effectivement, là, il n'y a plus d'embarras de choses inutiles, c'est beaucoup plus simple, à l'image de ce qu'a fait la nature. Et donc là, il commence à décrire le nouveau système, donc il nous donne des informations scientifiques, le système selon Copernic. Et donc il nous explique que Copernic, lui, il supprime les cieux de cristal et toutes les trajectoires. Déjà, il simplifie. Il dit aussi juste ici que la Terre n'est plus au centre de ce nouveau système. Il met le Soleil au milieu, à la place de la Terre, et maintenant, les planètes ne tournent plus autour de la Terre, mais du Soleil, et si elles nous éclairent, ce n'est que par hasard. Et vous pouvez le voir ici, la Terre tourne aussi autour du Soleil. Et il n'y a plus que la Lune qui continue de tourner autour de la Terre. Attendez un peu, dit la marquise. Il vient de vous prendre un enthousiasme qui vous a fait expliquer les choses si pompeusement que je ne crois pas les avoir entendues. Le Soleil est au centre de l'univers, et là, il est immobile. Après lui, qu'est-ce qui suit ? C'est Mercure, répondis-je. Il tourne autour du Soleil, en sorte que le Soleil est à peu près le centre du cercle que Mercure décrit. Au-dessus de Mercure est Vénus, qui tourne de même autour du Soleil. Ensuite vient la Terre, qui, étant plus élevée que Mercure et Vénus, décrit autour du Soleil un plus grand cercle que ses planètes. Enfin suivent Mars, Jupiter, Saturne, selon l'ordre où je vous les nomme. Et vous voyez bien que Saturne doit décrire autour du Soleil le plus grand cercle de tous. Aussi emploie-t-il plus de temps qu'aucune autre planète à faire sa révolution. Et la Lune ? Vous l'oubliez, interrompit-elle. Je la retrouverai bien, repris-je. La Lune tourne autour de la Terre et ne l'abandonne point. Mais comme la Terre avance toujours dans le cercle qu'elle décrit autour du Soleil, la Lune la suit en tournant toujours autour d'elle. Et si elle tourne autour du Soleil, ce n'est que pour ne point quitter la Terre. Je vous entends, répondit-elle, et j'aime la Lune de nous être restée lorsque toutes les autres planètes nous abandonnaient. Avouez que si votre Allemand eût pu nous la faire perdre, il l'aurait fait volontiers, car je vois dans tout son procédé qu'il était bien mal intentionné pour la Terre. Je lui sais bon gré, répliquai-je, d'avoir rabattu la vanité des hommes qui s'étaient mis à la plus belle place de l'univers, et j'ai du plaisir à voir présentement la Terre dans la foule des planètes. Bon, répondit-elle, croyez-vous que la vanité des hommes s'étende jusqu'à l'astronomie ? Croyez-vous m'avoir humilié pour m'avoir appris que la Terre tourne autour du Soleil ? Je vous jure que je ne m'en estime pas moins. Mon Dieu, madame, repris-je, je sais bien qu'on sera moins jaloux du rang qu'on tient dans l'univers que de celui qu'on croit devoir tenir dans une chambre, et que la présence de 2 planètes ne sera jamais une si grande affaire que celle de 2 ambassadeurs. Cependant, la même inclination qui fait qu'on veut avoir la place la plus honorable dans une cérémonie fait qu'un philosophe dans un système se met au centre du monde s'il peut. Il est bien aise que tout soit fait pour lui. Il suppose peut-être sans s'en apercevoir ce principe qui le flatte, et son cœur ne laisse pas de s'intéresser à une affaire de pure spéculation. Franchement, répliqua-t-elle, c'est là une calomnie que vous avez inventée contre le genre humain. On n'aurait donc jamais dû recevoir le système de Copernic puisqu'il est si humiliant. Aussi, repris-je, Copernic lui-même se défiait-il fort du succès de son opinion. Il fut très longtemps à ne la vouloir pas publier. Enfin, il s'y résolut à la prière de gens très considérables, mais aussi, le jour qu'on lui apporta le premier exemplaire imprimé de son livre, savez-vous ce qu'il fit ? Il mourut. Il ne voulut point essuyer toutes les contradictions qu'il prévoyait et se tira habilement d'affaire. Donc la marquise récapitule parce que apparemment il a parlé un peu vite pour elle, et elle veut savoir dans quel ordre se trouvent les planètes. Donc elle lui demande, d'accord, ok, au milieu on a le Soleil, il bouge pas, qu'est-ce qui vient après ? Là vous pouvez voir que le philosophe lui répond Mercure, qui tourne autour du Soleil, ensuite Vénus, qui tourne aussi autour du Soleil, puis la Terre, qui fait des cercles plus grands parce qu'elle est plus éloignée, puis Mars, Jupiter et Saturne, dans cet ordre-là. Saturne étant la dernière, c'est elle qui fait le plus grand cercle, et ça lui prend plus de temps également. Là, la marquise demande où est-ce qu'on place la Lune,
Et il lui répond que la Lune tourne autour de la Terre, donc qu'elle est près de la Terre. Il ajoute que comme la Terre tourne autour du Soleil, techniquement, la Lune, elle va aussi tourner autour du Soleil. Là, on a une petite protestation de la marquise qui aimait bien l'ancien système avec les planètes qui tournaient autour de la Terre et qui est contente que la Lune soit restée. Elle n'aime pas beaucoup le système de Copernic. Le philosophe lui répond qu'il est bien content que Copernic ait remis les humains à leur place en détruisant leur idée qu'ils sont le centre de l'univers et qu'ils remettent la Terre à sa juste place, qui n'est pas aussi importante que ce qu'il se l'imaginait. Là, vous pouvez voir que la marquise voit l'attaque, qu'elle se vexe un peu et qu'elle s'emporte. D'ailleurs, elle lui dit que non, elle ne se sent pas différente. Et elle lui dit bien, est-ce que vous croyez vraiment que la vanité des hommes s'intéresse à la place occupée dans l'univers? Et il lui répond que non, qu'il sait que non, que la vanité des hommes ne s'intéresse pas vraiment à la place qu'ils occupent dans l'univers, et il en rajoute une couche en pointant des autres sujets futiles qui intéressent plus la vanité des hommes, comme par exemple le statut dans la société. Et il ajoute quelque chose d'important, et il dit que c'est quand même cette même vanité, ce même besoin qui pousse les hommes à vouloir une bonne place dans la société, qui a mis les hommes dans la direction de placer la Terre au centre du système solaire avec les autres planètes qui tournent autour. Là, vous voyez que la marquise désapprouve et qu'elle va jusqu'à dire qu'on n'aurait jamais dû recevoir le système de Copernic. Elle s'enfonce, elle argumente pas grand-chose. D'ailleurs, vous voyez qu'elle argumente quelque chose bêtement, parce que ses arguments sont vides. On n'aurait pas dû le recevoir. Et effectivement, le fait de ne pas être d'accord avec quelque chose de scientifiquement prouvé, c'est tout aussi bête. Finalement, les arguments de la marquise sont aussi bêtes que la cause qu'elle défend, et c'est une façon de montrer que les personnes qui défendent ce genre d'idées absurdes, qui vont contre la science, contre ce qui est démontré, défendent quelque chose de stupide avec des arguments tout aussi stupides. Et là, l'auteur nous informe du fait que Copernic lui-même a hésité à le publier pendant longtemps, sachant qu'il serait mal reçu, et que le pauvre homme est décédé le jour de la publication de son système. Écoutez, dit la marquise, il faut rendre justice à tout le monde. Il est sûr qu'on a de la peine à s'imaginer qu'on tourne autour du soleil, car enfin on ne change point de place et on se retrouve toujours le matin où l'on s'était couché le soir. Je vois, ce me semble à votre air, que vous m'allez dire que comme la Terre tout entière marche, assurément, interrompis-je. C'est la même chose que si vous vous endormiez dans un bateau qui est là sur la rivière. Vous vous retrouveriez à votre réveil dans la même place et dans la même situation à l'égard de toutes les parties du bateau. Oui, mais répliqua-t-elle, voici une différence. Je trouverais à mon réveil le rivage changé et cela me ferait bien voir que mon bateau aurait changé de place. Mais il n'en va pas de même de la Terre. J'y retrouve toutes les choses comme je les avais laissées. Non pas, madame, répondis-je, non pas. Le rivage a changé aussi. Vous savez qu'au-delà de tous les cercles des planètes sont les étoiles fixes. Voilà notre rivage. Je suis sur la Terre, et la Terre décrit un grand cercle autour du Soleil. Je regarde au centre de ce cercle, j'y vois le Soleil. S'il n'effaçait point les étoiles en poussant ma vue en ligne droite au-delà du Soleil, je le verrais nécessairement répondre à quelque étoile fixe. Mais je vois aisément pendant la nuit à quelle étoile il a répondu le jour, et c'est exactement la même chose. Si la Terre ne changeait point de place sur le cercle où elle est, je verrais toujours le Soleil répondre aux mêmes étoiles fixes. Mais dès que la Terre change de place, il faut que je le voie répondre à d'autres étoiles. C'est là le rivage qui change tous les jours. Et comme la Terre fait son cercle en un an autour du Soleil, je vois le Soleil en l'espace d'une année répondre successivement à diverses étoiles fixes qui composent un cercle. Ce cercle s'appelle le zodiaque. Voulez-vous que je fasse ici une figure sur le sable ? Non, répondit-elle, je m'en passerai bien, et puis cela donnerait à mon parc un air savant que je ne veux pas qu'il ait. N'ai-je pas ouï dire qu'un philosophe qui fut jeté par un naufrage dans une île qu'il ne connaissait point s'écria à ceux qui le suivaient, en voyant de certaines figures, des lignes et des cercles tracés sur le bord de la mer ? « Courage, compagnons, l'île est habitée, voilà des pas d'hommes !» Vous jugez bien qu'il ne m'appartient point de faire ces pas-là, et qu'il ne faut pas qu'on en voie ici. Ensuite, la marquise argumente un peu et fait preuve de compréhension envers les personnes qui ont soutenu l'ancien système,
en disant qu'on a du mal à s'imaginer que la Terre tourne autour du Soleil, parce qu'en fait, on ne change pas de place. On n'a pas l'impression de bouger. D'ailleurs, elle le dit, on se retrouve toujours le matin, là où on s'était couché le soir. On a plutôt l'impression que c'est les autres choses qui bougent. Mais elle comprend toute seule qu'en fait, c'est toute la Terre qui tourne. Et là, il l'interrompt pour lui expliquer qu'effectivement, c'est le ciel qu'on voit bouger, mais pas la Terre. Et il fait une comparaison juste après avec un bateau. Si par exemple on s'endort dans un bateau qui avance, le lit, la chambre, rien à l'intérieur du bateau n'aura bougé. Bien, la Terre, c'est le bateau. Par contre, si vous regardez dehors, le rivage sera différent. Eh bien, le rivage, c'est le ciel. La marquise ne comprend pas. Et elle le dit. Quand elle va se réveiller, elle va voir que le rivage a changé. Alors que le ciel, il est toujours pareil. Selon elle, on le retrouve exactement pareil. Et il lui dit que non, que l'équivalent du rivage pour la Terre, eh bien, ce sont les étoiles fixes. Parce qu'effectivement, la Terre, quand elle se déplace d'une saison à l'autre, on ne voit pas les étoiles fixes au même endroit. Les constellations, on ne les voit pas au même endroit en été qu'en hiver. Et c'est ça le rivage. Donc là, il récapitule, on est sur la Terre décrit un grand cercle autour du Soleil. Si on regarde au centre du cercle que la Terre fait autour du Soleil, on voit le Soleil. Jusqu'à là, simple. À cause du Soleil, la journée, on ne peut pas voir les étoiles. Mais s'il n'était pas là, on pourrait les voir. C'est le principe de la nuit. On voit les étoiles. Par contre, la nuit, puisqu'on peut voir les étoiles, eh bien on peut bien voir qu'on a bougé. Et si la Terre ne bougeait pas, alors on verrait toujours les mêmes étoiles fixes au même endroit. Et là, donc, il reprend son idée de bateau qui continue son petit chemin, avec le rivage qui change, comme la Terre qui fait son petit chemin, avec les étoiles qui sont à des endroits différents d'un jour à l'autre. Et il ajoute que les étoiles fixes que la Terre croise tout au long de l'année, parce que ça lui prend un an, pour faire son chemin autour du Soleil, décrivent un cercle. Et que ce cercle, c'est le cercle du zodiaque. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc là, vous pouvez voir que le philosophe lui propose de dessiner le zodiaque pour qu'elle puisse mieux le visualiser. Et la marquise refuse. Et si vous regardez, elle développe un peu, honnêtement, un peu bizarrement. Bon, en gros, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a un philosophe qui est rejeté sur une île par un naufrage et qu'il est tout content en voyant des formes dans le sable parce qu'en fait, il comprend que il n'est pas seul. Ça lui donne de l'espoir en voyant qu'il n'est pas seul. Okay. Et elle, en fait, elle ne veut pas que d'autres philosophes, que d'autres scientifiques, que des personnes qui partagent ces idées modernes qui vont à l'encontre de ce que dit l'Église, trouvent ce même espoir en voyant des dessins scientifiques dans son jardin. Finalement, c'est une façon de ne pas se mouiller, de ne pas devoir assumer son intérêt pour l'astronomie à une époque où ça pouvait être dangereux. Et donc elle refuse pour ça.